Alors. 1, 2, 1, 2. Ok. Jour 212. Je ne sais pas à qui est destiné cet enregistrement. Et je ne sais pas pourquoi je le fais. Si tous mes calculs sont exacts, il ne devrait bientôt plus y avoir personne pour l'écouter. En tout cas, personne pour qui cela pourrait avoir une quelconque importance. Mais bon, n'est-ce pas l'histoire de tous nos prophètes des anciens temps, que d'être une voix dans le désert? Eux, comme moi, ont fini par trouver la mort. Il est vrai qu'ils ne l'ont pas cherché autant que nous. Les rabbins de l'espace. Épisode 1. Le voyage du Last Galoot. Je parle, mais il fait tellement chaud dans la cabine de pilotage du Last Galoot, c'est infernal. Dès le début du voyage, avec les Frooms qui étaient montés me voir, on a pris l'habitude de désigner la cabine par le Gehinnom. Ça remonte à si loin maintenant. Les ingénieurs m'avaient bien expliqué qu'ils ne pouvaient pas refroidir la cabine parce que le rayonnement solaire devait traverser le cockpit et qu'il fallait éviter le plus possible toute dépense d'énergie inutile pour tenir le plus longtemps possible sur nos propres réserves. Mais je suis sûr que s'ils avaient vraiment cherché, ils auraient fini par trouver une solution. Putain d'antisémites. Je suis sûr qu'ils étaient bien contents de nous voir partir. Ils auraient pu au moins nous mettre à l'aise. En réalité, les conditions de vie dans le Last Galoot étaient certes loin d'être parfaites, mais on finissait par s'y faire. Le vrai problème, c'était la nécessité constante d'opérer des réparations. Ça me rendait fou. Le voyage spatial existait depuis plusieurs siècles et on se retrouvait avec le seul vaisseau sans programme d'autocoagulation. Toujours cette nécessité d'économiser de l'énergie. Et dire qu'on nous traite de radins. Bref, je n'aurais jamais réussi à maintenir le Last Galoot en état de marche si j'avais dû bosser tout seul dessus. Je me rappelle parfaitement du 7e jour du voyage. C'est ce jour-là que le vaisseau a commencé à vraiment partir en steak. C'est ce même jour que Yossi a commencé à délirer, ce même jour que j'ai compris que j'étais vraiment le seul spationaute parmi les passagers. Et ce jour-là, j'ai commencé à paniquer. Comme tous les jours, des voyants rouges avaient commencé à s'allumer pour indiquer des réparations à effectuer. Il y en avait juste un peu plus que d'habitude et ça n'avait pas l'air d'aller en s'arrangeant. J'avais couru chercher Y06, notre assistant robotique, pour qu'il m'aide, mais la réponse qu'il me lança me laissa quoi? Je ne travaille pas aujourd'hui. Comment ça, tu ne travailles pas aujourd'hui? Le vaisseau va se désintégrer, tu dois venir m'aider à le réparer. Non. Je me souvenais alors de mes cours de fac sur les lois de la robotique. Un robot ne pouvait se soustraire à un ordre direct de la part d'un humain. Y06, je t'ordonne de m'aider à réparer le vaisseau. Il me regarda quelques secondes sans rien dire, puis ses yeux s'éteignirent alors qu'il se mettait en mode hibernation. Je sus alors que c'était la fin. Il est impossible de sortir un robot de son mode d'hibernation. Celui-ci est programmé pour durer un certain temps, et pour économiser de l'énergie, seule l'horloge interne reste sous tension. J'ai une fâcheuse tendance à trouver chaque jour une nouvelle excuse pour ne pas fermer de filote, et Dieu sait que le Last Galoot en fournit chaque jour de nouvelles. Mais ce jour-là, le 7e jour à peine après notre départ, je me suis retrouvé là, dans la fournaise de la cabine de pilotage, au milieu de tous ces voyants rouges allumés indiquant la cessation imminente de la capacité du vaisseau à maintenir sa trajectoire. Je me trouvais debout, à faire les 20 brachot de Mahmida, en demandant de toutes mes forces qu'on me donne les moyens de réparer le vaisseau, et qu'on nous donne la force de continuer ce voyage. C'est vous dire à quel point j'étais désespéré. Avant même que je finisse, Shlomo et Yitzhak sont rentrés dans la cabine. Sans toquer, évidemment, Es ist ein verdammter Gehinnom dort. dit Yitzhak en rigolant. Du yiddish. C'est ça qui m'a d'abord frappé. Après tous ces millénaires, des gens parlaient encore yiddish. L'hébreu biblique, l'hébreu israélien et l'hébreu robotique avaient eu le temps de naître et disparaître, mais le yiddish avait survécu. Comme le disent les meilleurs scientifiques juifs, les lois de l'univers sont écrites en yiddish. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous voyez pas que je suis occupé? Putain de religieux! Ils m'expliquèrent qu'il avait juste dit « c'est un putain de Gehinnom là-dedans ». Le nom est resté, mais sur le coup, j'avais vraiment pas le cœur à plaisanter. « Sortez de là immédiatement !»
Itzrock m'a rapidement expliqué que son pote Shlomo, qui avait un genre de don pour les circuits de toutes sortes, avait vu que la partie basse du vaisseau était endommagée, et il s'était permis, avec la boîte à outils qu'il avait pris avec lui, Dieu sait pourquoi, de trifouiller là-dedans. Fais chier, putain, mais comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Mais je fus instantanément frappé par le fait que plusieurs des voyants s'étaient éteints. Shlomo avait vraiment réussi à réparer une partie du vaisseau. Shlomo était vraiment doué pour les circuits de toutes sortes. Ma prière avait été entendue. Enfin, entendue. Vous m'avez compris, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Et c'était bien avant de comprendre la vérité. Shlomo n'était vraiment pas du genre loquace, ce qu'on peut comprendre quand on connaît son histoire. Mais il n'était pas non plus déprimé, c'était juste un gars qui préférait faire les choses directement plutôt que d'en parler pendant des heures. À partir de ce jour-là, il est donc devenu mon assistant attitré pour les réparations, mais aussi pour toutes les manœuvres. On a depuis passé beaucoup de temps ensemble dans le Gehinnom. Le Las Galout avait été organisé sur le mode d'une arche de Noé, 2 par espèce. Tous les voyageurs étaient donc montés par paire dans le vaisseau. Mais ce qui frappa alors tous ceux qui regardèrent l'entrée des voyageurs, le jour du grand départ, fut qu'un unique voyageur était monté seul. Et c'était Shlomo. Si on n'avait pas pu appairer Shlomo, c'était pour une raison très simple. Shlomo était le dernier représentant de son espèce encore en vie. Shlomo était le dernier chassid de Gour, ce qui en faisait aussi, ipso facto, mais ce fait-là ne me frappa pas sur le moment, le dernier Rebbe de Gour. Il m'a depuis raconté ce qui était vraiment arrivé à tous les autres chassidim. Comme tout le monde, j'avais eu vent des grandes lignes de leur histoire à travers les journaux, mais je n'avais jamais su le fond de l'affaire. Comme tout le monde le sait, les chassidim de Gour avaient pris une part importante à l'unification des 3 grandes régions, l'Alliance des Profondeurs, Brooklyn et le Pakistan, au sein du super-État qu'allait devenir le Gourdistan. Malheureusement, avec le pouvoir politique sont venues les tensions politiques, et des scissions successives au sein du mouvement formèrent des factions innombrables, chacune avec leur rebbe, chacune avec leur signe distinctif, et une véritable guerre des gangs de chassidim éclata. Avant la terreur provoquée par ce qui allait rester dans les livres sous le nom des 3G, les grandes guerres de Gour, qui aurait pu penser qu'un Streimel pouvait cacher autant d'armes à feu ? L'État du Gourdistan lui-même ne résista pas lorsque le groupuscule le plus violent de tous fit son apparition, le clan des Chassiborgim, les Chassidim cyborgs. Le grand Sanhédrin galactique décida alors, pour la toute première fois de l'histoire humaine, d'intervenir pour mettre un terme à leurs agissements. Gazarno. Les Chassidim de Gour furent tous effacés sans laisser de traces. Tous, ou presque. Négligence ou volonté morbide de collectionneurs. Quoi qu'il en soit, les Chotrim épargnèrent un seul chassid, alors encore enfant, Shlomo. Shlomo n'avait vraiment rien d'un chassid. Il était certes en kippa et parlait yiddish, mais sa seule tenue était constituée d'un jean et de baskets élimées. Et un soir, alors qu'on s'était torché à l'alcool d'urine dans le Gehinnom, il m'avait avoué qu'il avait déjà mangé un bon gros sandwich au porc synthétisé. Quand je lui demandais ce que ça pouvait vouloir dire d'être un chassid de Gour, alors qu'en pratique il agissait comme n'importe quel traditionnaliste, il se contentait de sourire en regardant loin. Ça ne change rien, j'imagine. C'était pas un point commun anodin entre lui et moi, le fait qu'on était tous deux seuls sur ce vaisseau. Ah putain, me fait chier. C'est pas le moment pour moi de pleurer là. Et je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, alors que ça n'a plus aucune importance maintenant qu'il ne reste plus que moi dans le Las Galout. Enfin, moi et Yossi, même s'il veut plus sortir de veille maintenant. Y06 était le robot destiné à nous aider dans toutes les tâches quotidiennes durant notre voyage. Il faisait partie de la toute dernière génération des robots anthropomorphes, et pour une fois, les ingénieurs du Las Galout n'avaient pas lésiné sur le prix. Il est tout neuf, m'avait-il dit en me le confiant. On l'a préprogrammé avec des pétaoctets de connaissances, donc il a acquis tout le savoir disponible sur la planète, en particulier en aérospatial. Magnifique, répondis-je, sans me douter de rien. Les ingénieurs s'étaient regardés sans rien dire. Quoi ? Faites attention, hein. Il sait peut-être tout sur tout, mais il reste neuf. Comme un enfant, il peut être influençable durant les premiers jours. Faites attention à ne pas lui faire passer de messages trop corsés. Trop corsés ? Oui, comment dire, idéologiquement intense.
L'autre ingénieur avait jeté un regard noir à celui qui parlait, puis avait dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, c'est un très bon modèle. » On courait dans tous les sens en préparation au départ, et je n'avais vraiment pas eu le temps de faire attention à cet incident. Il ne m'est revenu en tête que lorsque Y06 est finalement sorti d'hibernation, quelques heures après l'incident du 7e jour. Y06, il faut que tu m'expliques pourquoi tu as refusé un ordre direct de ma part. J'étais sur le qui-vive. Puisque ce robot avait enfreint l'une des lois fondamentales de la robotique, Dieu savait ce qu'il pouvait faire d'autre. Je ne peux pas le dire. Est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas m'obéir ? C'était une autre solution possible. Le robot n'aurait alors pas enfreint la loi robotique, puisqu'elle lui demande de n'obéir aux ordres que si ceux-ci ne se contredisent pas les uns aux autres. Oui. Et non. Comment ça, oui et non ? Je commençais à fulminer de rage. Ce robot allait me rendre dingue avec ses demi-réponses. On m'a dit de ne pas travailler ce jour-là, mais ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. Y06. Tu vas me répondre clairement, tout de suite, ou je te jette par-dessus bord. Il ne répondit rien. Un robot n'a que faire des menaces. Fébrile, je sortis un paquet de clopes et un briquet de ma poche. Le regard de Y06 s'éveilla. Au moment où j'allais allumer mon briquet, Y06 le balança contre un mur d'un geste ultra rapide. « Chabus !» hurla-t-il. Ce que tu es en train de me dire, c'est que puisque nous sommes dans l'espace, il n'y a donc plus aucun repère jour-nuit. Tout à fait. Et donc, qu'on ne peut plus du tout savoir quel jour de la semaine nous sommes. Exact. Et donc, qu'il faut considérer que nous sommes chaque jour en Safek, si c'est Shabbat, et que puisque Safek de Horaïta la Khumra, donc on doit se comporter chaque jour comme si c'était Shabbat. Bidiouk. La Gemara Shabbat d'Af Samertet Amoudbet explique que dans le désert, si un homme ne sait plus quel est le repère temporel objectif, afin... Je sais pas ce qu'il y avait de plus irréel. Était-ce le fait qu'un robot était en train de m'expliquer qu'il avait décidé de se convertir au judaïsme, ou que ce même robot, qui voulait maintenant qu'on l'appelle Yossi, m'expliquait qu'il avait ensuite été possèque, qu'il fallait respecter Shabbat mi-safek en permanence à bord du vaisseau. Après la destruction du 16e Beth Amikdash, à laquelle j'ai moi-même participé, je pensais avoir tout vu. Ce n'était rien face à tous les événements survenus à l'intérieur du Last Galout. La suite, dans Les Rabbins de l'espace, épisode 2, le culte des étoiles.